Bonjour à tous, bienvenue à la Maison de la Poésie pour cette table ronde qui sera donc consacrée au roman graphique. Il n'y a pas vraiment d'intitulé pour cette table ronde, j'ai remarqué ça en préparant ce rendez-vous. Pas de problématique en tout cas, peut-être parce que, je ne sais pas, les organisateurs ont jugé que l'expression roman graphique était en elle-même suffisamment riche ou ouverte ou diverse ou énigmatique pour suffire à nourrir le moment que nous allons passer ensemble. Et c'est vrai d'une certaine façon que quand on se met à y réfléchir, ce fameux roman graphique qui a connu une expansion, une croissance, un boom assez important dans les dernières années, comme nos invités ont témoigné tout à l'heure. Il n'est pas tout seul d'ailleurs, la jeunesse a connu le même boom, la BD a connu le même boom. Et bien quand on commence à essayer, pas forcément de le définir, mais en tout cas de mieux le cerner, on se dit mais qu'est-ce que c'est au fond? Est-ce que, je ne sais pas moi, Art Spiegelman, quand il faisait Mouse, on disait que c'était de la BD underground américaine. Est-ce que dans ces années-là, par exemple, ces gens-là faisaient déjà du roman graphique, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir? Est-ce que, alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de roman graphique, c'était avec Gemma Bovary. Ça fait déjà donc assez longtemps. Posy Simmons, qui est comment dire, l'illustratrice vedette du Guardian, ou une des, m'avait dit « Ah, mais vous dites encore bande dessinée, comme c'est charmant, mais nous, on dit roman graphique. » Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'il suffit qu'il y ait quelques bulles sur des images? Est-ce que si on avait mis des bulles sur le Petit Prince, ça aurait été un roman graphique? Bon, je pousse volontairement loin le bouchon, de même qu'en passant devant Bobo, je me suis demandé si on mettait les uns à côté des autres des tableaux de Roy Lichtenstein qui ont des histoires, qui racontent des histoires et qui ont des bulles, est-ce que ça fait des romans graphiques? Vous allez me dire non, parce qu'il n'y a pas d'histoire, mais dans Robe Grillet non plus, il n'y a pas d'histoire. Bref, alors on va tourner autour évidemment de ces questions, mais pas seulement. Et avec nos deux invités, que je vous présente tout de suite. Alors à ma gauche, Antonin Baudry, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplomate, spécialiste de questions culturelles, et vous êtes actuellement, depuis 2010, je crois, conseiller culturel de l'ambassade de France aux États-Unis. Et vous êtes aussi connu, et c'est pour ça que vous êtes parmi nous aujourd'hui, sous le nom d'Abel Lanzac, Mr. Baudry and Dr. Lanzac, puisque c'est le pseudo que vous avez choisi pour ce roman graphique. Donc, alors, quelquefois on dit bande dessinée, mais enfin on y reviendra, qui s'appelle Quai d'Orsay, publié en 2010 et 2011, et dont le deuxième tome, qui est d'abord réalisé à quatre mains avec Christophe Blanc, qui en a fait les illustrations, et dont le deuxième tome a reçu au Festival d'Angoulême le prix du meilleur album. Voilà. Et puis à ma droite, Nadja, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaissait, ou moi je vous connaissais plus, peut-être parce que plus familière avec l'illustration pour la jeunesse, comme au départ une illustratrice auteur-illustrateur de livres pour enfants, qui vous-même vous inscrivez dans une famille d'illustrateurs prestigieuse. On connaît aussi Olga Letekai, votre mère, Grégoire Solotareff, votre frère. Et puis, dans les familles comme la mienne, les enfants ont été beaucoup ont biberonné, comme je vous disais, avec ce livre culte qui est Chien bleu, mais il y en a d'autres, la série des Momos, par exemple, etc. Et là, on va s'intéresser à cette nouvelle œuvre de roman graphique que vous nous proposez, qui s'appelle Les filles de Montparnasse, qui est je ne sais pas comment on dit, un triptyque en 4 volets, un quadriptyque, une tétralogie, voilà, sur Montparnasse dans les années 1870. Voilà. Mais alors, voilà, comme je vous le disais, j'avais envie de commencer par cette histoire un peu de définition et de genre. Comment l'un et l'autre, vous envisagez cette histoire de roman graphique? Qui veut se lancer le premier? Pour moi, c'est aussi... Ça signifie déjà que c'est pour adultes, un peu. Ouais. Puisque la bande dessinée, c'est générique. Enfin,
Ça peut être les strips dans un journal ou le journal de Mickey, c'est de la bande dessinée. Le roman graphique, c'est déjà, bon, c'est un peu snob aussi comme appellation. C'est un peu chic. Alors que la bande dessinée, ça peut être, c'est ce qu'on appelle la subculture. Là, on atteint à des sommets plus littéraires ou plus... Enfin, c'est ça que le nom m'évoque. Mais enfin, pour moi, faire un roman graphique, c'est vraiment c'est une espèce d'impératif d'une certaine qualité, d'une certaine tenue du sens, de l'histoire, etc., qui pourrait éventuellement se comparer à des romans littéraires. Qualité et public visé, ce serait aussi votre réponse, Antonin? Ouais, je pense qu'on peut dire ça, mais en même temps, je pense que quand on commence à écrire quelque chose, on se demande pas si ça va être un roman graphique ou une bande dessinée, on écrit juste ce qu'on a à faire. Mais je pense qu'effectivement, sous cette appellation, il y a l'idée d'une certaine exigence sur le texte, au sens large du mot texte, c'est-à-dire pas seulement les mots qu'il y a dans l'album, mais aussi le propos, peut-être. Et peut-être que ça fait écho aussi à la fameuse phrase de Stendhal sur le miroir qu'on promène le long d'un chemin. On se dit, un miroir, il faut qu'il y ait des images, donc voilà, c'est l'espèce d'aboutissement du roman, quelque part. Enfin, bon, exigeant sur le texte et les images, j'espère qu'il n'y a pas trop d'auteurs de, entre guillemets, bande dessinée conventionnelle dans la... Parce que sinon, les tardis ou les je sais pas quoi sauteraient sur leur siège en disant quoi nous, on n'était pas exigeants. Je pense qu'il n'y a pas de frontière. Enfin, si, mais Tardy, c'est aussi du roman graphique. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. En plus, je crois que c'est parti de Will Eisner je sais pas, c'est ça, de quand vous le datez, enfin, je ne sais plus exactement qui est si pour c'est vous 50 ou 60. Entre guillemets. Je crois que c'est lui qui l'a appelé comme ça, son graphic novel. Mais c'est assez récent en France, je trouve, d'appeler ce qu'on aurait appelé une bande dessinée il y a quelques années, on l'appelle roman graphique. C'est plutôt un truc d'éditeur, quand même. Ouais, je pense. Alors justement, derrière la question, il y avait est-ce que c'est vraiment quelque chose qui bouscule un genre, qui le réinvente et qui va attirer des nouveaux lecteurs, ou est-ce que c'est une géniale invention marketing? Génial, on ne sait pas. mais c'est aussi... si, ça qualifie quand même un objet qui est dans... Enfin, c'est une histoire dans la continuité, contrairement à des pages qui sont toutes seules. On peut imaginer aussi. On peut imaginer. En tout cas, vous disiez quelque chose d'intéressant tout à l'heure, Antonin, c'est qu'on n'a pas forcément une étiquette ou un genre, ou même une forme quand on commence un projet. Alors vous, Quai d'Orsay, c'est l'histoire du... Alors déjà, peut-être vous allez nous camper un peu pour les gens dans la salle qui ne l'auraient pas lu, donc du jeune Arthur Vlaminck, qui ressemble beaucoup à Belle Lanzac, qui est un jour recruté au Quai d'Orsay comme conseiller, entre guillemets, conseiller chargé des langages au cabinet du ministre. Le ministre s'appelle Alexandre Taillard de Worms et il ressemble pas mal à Dominique de Villepin. Voilà, après je vous laisse et dites-nous, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? C'est difficile de raconter son propre truc, mais l'idée c'était effectivement de montrer... comment fonctionne un cabinet ministériel, comment il fonctionnait à une période particulière qui était celui de la crise irakienne et de tout ce qui allait avec, et de montrer de l'intérieur la façon dont en fait les gens travaillent et de montrer les gens au travail. Voilà, c'était ça votre idée à l'époque? Il n'y avait rien de nu sur ce thème? Il y avait des tas de livres. Je suis en train de... Il n'y avait pas de choses graphiques, justement. Vous pensez à quoi à des romans? Non, il y avait des tas d'essais, mais il y en a des biens, d'ailleurs. Ouais. Mais il y a aussi des romans, d'ailleurs. Ouais. Il y a eu depuis des romans qui étaient pas mal. Mais, et puis ce film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Oui, l'exercice de l'État. Oui, l'exercice de l'État, oui. Mais je trouve, en fait, c'est des situations où, pour comprendre les choses, ou les expliquer, en fait, une image est souvent beaucoup mieux que toutes les périphrases qu'on pourrait faire autour. C'est des inflexions de voix très subtiles, des haussements de sourcils très subtils, des choses comme ça.
Et donc je trouvais que ça s'imposait d'essayer de montrer ça sous forme visuelle. Donc dès le début, vous aviez l'idée que ça prendrait corps sous forme de texte et d'image, Oui. même si je ne sais pas si vous aviez déjà en tête l'illustrateur Christophe Blain. Enfin, je sais Non, pas, je l'ai rencontré vous êtes après. trouvés tous Ouais, les deux. ouais. Mais en tout cas, vous avez écrit en vous disant, moi je ne dessinerai pas, mais il y aura de l'image. Non, parce qu'après, on a... Non. C'est que je voulais faire cette bande dessinée. Et puis ensuite, on s'est donc rencontré avec Christophe Blain. Et c'est de cette rencontre aussi qu'est née l'idée de le faire de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on l'a écrit ensemble. Vous l'avez écrit. Ouais. D'accord. Et alors, je me demandais comment on écrivait le texte la partie roman, du roman graphique. Est-ce que c'est extrêmement dialogué? Est-ce que vous donnez, comme au théâtre, des indications de décor, justement d'expression? Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Alors, je ne sais pas comment les gens s'y prennent en général, mais nous, on a forgé notre propre méthode sur le tas. Ouais. Et en fait, concrètement, c'est qu'on s'enfermait dans une pièce pendant jusqu'à ce qu'on puisse plus tenir physiquement. Et on faisait ensemble le storyboard. Et donc, il n'y avait pas une première phase qui était l'écriture, qui a ensuite été transmise à un dessinateur qui ensuite dessinait. On faisait ensemble le storyboard et ensuite, une fois qu'on avait fini le storyboard, donc pour le tome 1, ça a été, on s'est isolé comme ça pendant 5 fois une semaine. On travaillait toutes les nuits. Et ensuite, Christophe faisait le dessin à partir du storyboard, qui était d'ailleurs très très fidèle. Donc ça a mûri d'une façon complètement simultanée ou en osmose. Oui. Mais sauf que c'est sous-titré Chronique diplomatique, et la vie diplomatique de l'intérieur, c'est vous qui la connaissiez. Donc c'est vous qui aviez l'intuition de l'histoire, c'est vous qui aviez les scénettes en tête. Mais justement, ça me plaisait de travailler avec quelqu'un qui, lui, ne connaissait pas ce monde-là, parce que je voulais pas qu'il y ait de sous-entendu. C'est-à-dire que je voulais que tout soit... Complètement accessible. Voilà, c'est-à-dire que lui, quand il me disait, mais ça, c'est quoi, on comprend pas et tout. Donc du coup, ça me forçait à expliquer, et donc du coup, ce que j'expliquais, on le mettait. Et donc en fait, ça permettait de faire quelque chose qui était comme une plongée de l'extérieur vers l'intérieur d'un milieu qui a ses codes, ses règles, etc. Et ce qui m'amusait, c'était de décrire justement les mécanismes, les codes, les règles, etc. Plus que tel événement, tel événement. Et vous aviez pris des notes en amont? Non, en fait, enfin oui, mais je les ai même pas utilisées. Non, c'est ce que j'ai utilisé, ce que j'avais gardé en mémoire, parce que je me suis dit que c'était aussi ce qui... non, mais ce qu'on garde en mémoire, souvent, d'une période passée, c'est aussi ce qui vous a le plus frappé, et c'est aussi, du coup, ce qui a une certaine tonalité, une bizarrerie, une force évocatoire. Et donc, c'est ça que j'ai utilisé. Tu veux dire que tu faisais les choses au fur et à mesure avec lui? Non. Tu écrivais les scènes Ah oui, enfin, au fur et à mesure, c'est-à-dire tu avais plus ou moins fait un scénario avec les dialogues que je voulais... Je l'avais en tête, mais après, oui, on le faisait au fur et à mesure. Non, c'était pas écrit préalablement, puis dessiné. Ça a été une espèce de chaos, d'ailleurs, mais très sympathique. Et c'était au fur et à mesure, ouais. Vous, Nadja, vous ne connaissez pas ce problème, puisque vous êtes en osmose avec vous-même. Oui, mais c'est un peu le même problème, parce que je pourrais aussi... Enfin, je connais des gens qui écrivent d'abord et qui découpent et qui font les images qui correspondent. Ouais. Et moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. J'ai peut-être, sur un bouquin, j'ai peut-être 2 pages de notes. Ouais. Et je pars vraiment à l'aventure parce que ce sont les scènes que je dessine qui me donnent envie des dialogues, qui me font rebondir sur une autre scène. Et quelquefois, je m'aperçois que, justement, il manque quelque chose pour la compréhension de l'histoire. Et donc, je réécris. Enfin, c'est comme ça, c'est un peu ce que raconte... Et alors là aussi, il faut qu'en quelques mots et sans du tout déflorer l'histoire ou les histoires, on donne une idée de ce que sont qui sont ces filles de Montparnasse. Donc elles sont 4. Il y a Amélie qui écrit, qui voudrait désespérément être écrivain, Garance qui peint, Élise qui veut devenir chanteuse et Rose Aimée qui est un modèle. C'est ça, et ça se passe... c'est presque, alors là, c'est un roman graphique historique d'une certaine façon. Ça se passe après la Commune, dans les années 1870. Oui, c'est situé à cette époque, mais disons qu'elles ont un comportement qui pourrait être celui d'aujourd'hui. Ouais. Parce que ce qui m'a frappé, enfin, j'ai appris, en lisant des bouquins sur cette époque, j'ai appris que il y a eu une espèce d'ouverture pour les femmes pour faire la peinture et des ateliers qui se sont ouverts. Jusqu'à présent, elles n'avaient pas le droit d'aller dans les académies pour faire du nu, par exemple. C'était réservé aux garçons. Surtout, j'imagine, du nu masculin. Non, du nu masculin, impossible. Mais même, il n'y avait pas de...
Et donc, tout ça s'est ouvert vers 1850. Et sont arrivés à Paris beaucoup de gens de l'étranger. Et c'est devenu un peu un endroit de liberté. Oui, c'est Montparnasse, bohème oui. et artiste qu'on... Et ces femmes qui avaient envie de faire de la peinture, tout d'un coup, avaient aussi envie de ne pas forcément se marier tout de suite et d'avoir des enfants, etc. Et donc elles vivaient toutes seules, mais c'était assez difficile de vivre toutes seules, parce qu'on était assez vite considérées comme une pute, en gros. Et donc elles ont trouvé le moyen de faire des colocations. C'est ça, elles sont en coloc, je me disais. Et ça, quand j'ai lu ça, j'étais sidérée. J'imaginais ces petites étudiantes en art qui commençaient à vivre ensemble et tout, libérées de tas de choses. Et ça m'a vraiment donné envie d'imaginer des personnages qui vivaient ça. Alors moi, c'est le contraire. Je me suis dit, ah mais c'est une colloque extrêmement moderne, de 4 filles qui éprouvent le désir de percer, de l'ambition, chacune dans son domaine, mais aussi un peu de rancœur ou de frustration, parce que c'est difficile, c'est horriblement difficile, et puis elles sont soumises, vous l'avez dit, à la pression et au désir des hommes, etc. Oui, même donc, tout ça nouveau, est finalement pas très... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi est-ce qu'elle a eu envie de le mettre un siècle en arrière, même plus d'un siècle en arrière? C'était plus caricatural. Oui, bien sûr. Oui. C'était quand même... Et c'est cette espèce de moment de libération qui est assez touchant, moi, je trouve. Tournant. Oui. Aujourd'hui, si on a envie de faire la peinture, on fait de la peinture. Il n'y a pas de... Ah oui, mais si on a envie de percer comme peintre, on n'est pas... Oui, enfin, il y a des femmes qui percent tout à fait comme artistes, quand même. Bon, il y a des proportions peut-être. En tout cas, de même que Antonin, alors vous disiez, moi je fais les deux en même temps, mais est-ce que vous, en général, il n'y a peut-être pas de règle générale d'ailleurs. Est-ce que c'est plutôt, vous voyez plutôt l'image d'abord qui s'impose, ou comment on a envie de savoir un petit peu plus comment vous travaillez concrètement? Au début, j'ai dessiné des petites gonzesses en robe de l'époque. C'est venu par l'image parce que je les ai dessinées, faisant n'importe quoi. Et c'est au fur et à mesure que leur personnalité s'est imposée, vraiment, installée. Et les histoires aussi. Enfin, machine a un rendez-vous, pourquoi elle a un rendez-vous, etc. Je les suivais. Et donc on peut dire que c'est le dessin qui a primé, mais c'est des mouvements... qui sont sans arrêt de l'un à l'autre. Parce que du coup, j'ai commencé à élaborer une histoire, et au bout d'un certain moment, je me suis rendu compte que l'écriture que j'avais employée complètement librement, etc., ne suffisait pas à rendre vraiment crédibles les scènes, donc j'ai changé de médium, et j'ai trouvé une façon de les dessiner qui soit cohérente, enfin, qui soit en même temps proche d'un certain réalisme, et en même temps assez libre. Alors ça, c'est intéressant, l'expression ne suffisait pas. Ça veut dire que pour l'un comme pour l'autre, l'écriture seule n'aurait pas suffi. Qu'est-ce que ce genre-là vous apporte en liberté ou en je ne sais pas quoi, justement, vous allez nous le dire, que la simple écriture n'aurait pas pu vous fournir? D'abord, ça apporte aussi quand même pas mal de contraintes. Parce que dans un roman, vous n'êtes pas limité par le nombre de mots. Et là, il y a clairement une question de place quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un truc de 1000 pages. Et chaque image prend de la place. Donc concrètement, c'est aussi... Nadja, si vous aviez eu envie de faire une série en 6 tableaux et que vous aviez pu convaincre votre éditeur de le faire, il n'y avait pas forcément de contraintes de place. Enfin, non, mais c'est une histoire de rythme, en fait, voilà. Un livre. Puisque c'est vrai que... il y a des livres, des BD de 300, 500 pages, mais... disons que pour rester dans la possibilité d'un roman comme ça, il y a cette contrainte de temps. Donc ça, c'est une contrainte. Ah oui, si vous prenez un roman, honnêtement, le dernier mot de la page n'a aucune importance. C'est l'affaire de l'éditeur. Il fait des pages plus petites, on passe à la page d'après, c'est pas grave. Alors que quand vous êtes dans l'image, la dernière image d'une page, elle est hyper importante. Ouais. C'est important que ce soit celle-là et pas une autre. Ouais. Et donc chaque page, du coup, vous êtes obligé de la travailler comme un rythme à part. Ouais. Et donc c'est pas du tout la même... Voilà, c'est à la fois une contrainte et une force. C'est-à-dire qu'on est dans un rythme, c'est ce que tu disais, c'est exactement le mot. Ouais. On est dans un rythme
presque musicale, du coup, qui marche pas du tout pareil que dans l'écriture avec juste des mots. Et donc on a des moyens à la fois et des contraintes qui ont vraiment rien à voir, je trouve, pour le coup. Alors ça, c'est la contrainte. Et pour ce qui est du bénéfice, alors? Les images. C'est-à-dire que la force d'une image, c'est quand même... L'incarnation. Ouais, l'incarnation, Ouais. exactement. Alors quelquefois, ça s'incarne aussi avec une espèce de drôlerie et de liberté. Tous les deux, vous avez une créativité folle en matière d'onomatopée. Alors je vais pas, évidemment, je vais bon pas retrouver, mais je les avais listés. C'est dommage. C'était assez drôle. Je ne sais pas si, Antonin, vous avez quelque chose à nous dire là-dessus. Des ongles, des vlons, enfin... Disons qu'il y a des codes toujours un peu pareils et c'est marrant de créer ses propres sons. Ouais. Et donc ça, avec Christophe, on s'est pas mal amusé. Et effectivement, un des trucs, c'est que le personnage principal de Clé d'Orsay, il a une forme d'énergie très, très explosive, on va dire, et qui se manifeste par sa façon d'ouvrir les portes, qu'on a traduit par vlon, et qui effectivement revient en permanence. Et on a essayé à chaque vlon, de l'écrire différemment, de le dessiner différemment, etc. Bon, ça fait partie des plaisirs justement de pouvoir lier l'image, une sorte de et le texte. Enfin voilà, c'est justement typiquement un des trucs sur lesquels on est dans une zone de liberté Voilà. qu'on n'a pas autrement. Et il y a aussi une espèce d'image dans le texte, parce que de temps en temps, le texte n'est pas un texte. Quand au début, votre personnage d'Abel est tellement paralysé devant son ministre qu'il ne sait pas quoi dire, alors il fait un peu genre blourp. Et ce ne sont pas des lettres, ce n'est pas de l'alphabet, c'est des une trucs. sorte de galimatia d'enfant qui ne sait pas écrire. Et ça dit tout, en fait. Donc, je ne sais pas si cette liberté-là, vous avez envie tous les deux d'en dire plus, ou si on a tout dit déjà. Oui, moi je dirais que je l'emploie moins. J'emploie moins, c'est parce que ce que je trouve assez frappant dans Clé d'Orsay, c'est que on a l'impression qu'il y a du son aussi. Non seulement il y a l'image et le texte, mais il y a le son. Suivant que l'onomatopée est très grande ou prend la place de l'image, etc. Ça donne une idée de l'ampleur de la voix. Ça, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on s'est amusé là-dessus, ouais. Ça, c'est vrai. C'est pour C'est ça vrai que que vous c'est une disiez autre que c'était un projet presque musical. On le voyait un peu comme des scènes qu'on voyait devant nous, presque comme un film en fait. Et donc effectivement, il y avait l'idée que ce qu'il y avait dans l'image ou dans le texte devait pouvoir être évocatoire de la dimension du son ou de la musique aussi. Et ça, c'était quelque chose, petite parenthèse, mais ça quand même, ça m'impressionne beaucoup. Il y avait un bout ou un hémisphère de votre cerveau qui enregistrait ces sons et pendant que vous étiez concrètement dans le bureau du ministre. Bah oui, mais comme n'importe qui. Quand Oui. vous racontez ce qui vous est arrivé. Ouais, vous racontez. Ouais, Je sais pas. si vous voulez, mais on a l'impression que cet hémisphère, il était particulièrement disponible, alors qu'en général, on est quand même très, très sollicité par les situations. Voilà, Parce que moi, je me sentais toujours à la fois à l'intérieur et voilà, à la c'est fois ça. Je me suis dit, il avait un pied observateur. dedans et un pied Un dehors. peu, Ouais. ouais. Non, c'est vrai. Donc vous aviez déjà l'idée que vous en feriez quelque chose. Pas vraiment. Oui, c'était, je sais pas. Un peu C'était à l'état de, confusément. un peu confusément. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais. Et vous, Nadja, enfin, je sais pas si vous avez envie de rebondir sur ce qui. Non, je lui ai demandé s'il prenait des notes au moment où il vivait sa vie de diplomate. En fait, oui, mais je les ai pas tellement utilisés parce que je prenais des notes sur autre chose en fait. Ouais, mais sans doute ça te rappelait des choses. Non, c'est. Ouais, Parce mais que pour se rappeler aussi bien. ça permet des fois de se rappeler, oui. Une note qu'on a prise permet de se rappeler tout d'un coup toute une journée, Ouais, c'est ça. etc. Ouais. Mais du coup, ma géométrie, c'est de savoir toi comment t'as fait tes recherches justement sur l'époque. Ça, c'est un truc J'allais que vous je- demander Ah, aussi pardon, si je parce sais qu'il. Bah non, c'est la même question. Parce qu'il y a des fiacres extrêmement Oui, ça précisément dessinés. c'est assez facile de c'est trouver assez ce facile, qu'on mais veut. est-ce que ça veut dire que la avec, partie de Internet, recherche a été. Oui. Non, mais surtout sur les dialogues, sur comment faire parler des gens d'une autre époque, etc. Ah, mais j'ai joué un peu entre les deux parce que quelquefois elle parle tout à fait Quelquefois, comme elle parle tout à fait comme aujourd'hui. Oui. Oui, mais il y a aussi. tout à fait moderne. Et puis il y a tout d'un coup des formules. Mais ça, c'est un peu. Je pense que c'est plutôt dû à mes lectures. Enfin, j'ai quand même pas mal lu de trucs du 19e, donc j'ai une espèce de musique naturelle dans la tête de cette époque. Enfin, comme ça, de phrases un peu bien. Léché, Ouais, un peu. classique. Oui, il y a une musique, je trouve, bien sûr. des époques. Ouais. Bah oui.
Et ça rejoint la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est-à-dire le choix d'une forme très, enfin, j'allais dire à l'avant-garde, pas vraiment, mais moderne, pour restituer une époque qu'on croit connaître et qui est déjà lointaine. Oui, mais je pense qu'il y a tellement de passages, justement, du passé au présent, etc. Je trouve ça pas mal de le... Et vous, alors que vous êtes lus donc mutuellement, et vous vous êtes dit, ah bah oui, enfin, qu'est-ce qui vous rapproche alors dans ce genre de roman graphique? Moi, j'ai beaucoup aimé le côté voyeur, presque, Ouais. d'une institution qu'on connaît comme ça, mais qui n'est pas tellement, justement, charnelle. Et c'est ce côté d'être à la place de quelqu'un qui est présent et qui vit toutes ces choses, et qui nous rappelle que ce sont des hommes, après tout. Ce ne sont pas que des entités, les personnages qui nous dirigent. Et je trouvais que le dessin de Christophe Blain, qui est je trouve d'une grâce incroyable, une espèce de chose naturelle comme ça, et le texte participe à ce plaisir. Voilà, je trouve que c'était très réussi de ce côté-là. Et alors moi j'adore surtout les personnages. Je trouve qu'ils ont une force incroyable, tes 4 personnages. Mais ça, je les ai sentis, tu vois, dès le début, en les dessinant, justement, je savais. J'ai immédiatement fait 4 portraits. Je les ai immédiatement nommés. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. C'est vraiment... et je savais quels étaient leurs caractères. C'est comme un truc... c'est assez bizarre. Et alors il y a un truc, j'avais une question que j'avais envie de poser, je ne sais pas si je peux. Vous pouvez. Mais parce que quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est la façon dont tu te sers des phylactères, enfin des bulles, quoi. Parce que c'est vrai que nous, on a plutôt essayé de l'intégrer dans l'image à chaque fois. Et dans Les Filles de Montparnasse, j'avais l'impression qu'au contraire, elle formait une hétérogénéité volontaire avec l'image, qui est avec cette peinture à la gouache très riche, etc. Et des bulles très carrées, au contraire, qui comme marquent le fait que le texte est un peu extérieur à l'image. Et là, quand tu viens de dire que tu utilisais aussi une façon de parler, qui était aussi des fois actuelle, etc., puis qu'il y avait un mixte, je me suis demandé si ça avait un lien, justement, la volonté de distancier un peu la façon de parler, le texte et l'image, ou si pas du tout, c'est juste que, voilà. Non, peut-être, tu as assez raison. Pardon, c'est un peu technique comme question, mais c'est vrai que ça m'a frappé. C'est vrai que le texte vient un peu comme en surimpression. Oui, c'est ce qui se passe d'ailleurs, parce que je fais toutes les images sans... Enfin, le texte, je le mets sur un truc transparent. C'est ça, part. voilà. Parce que comme je travaille avec beaucoup de peinture, et il y a des choses qui sont assez présentes comme ça, comme matière et tout, je trouvais qu'il fallait que le texte soit extrêmement neutre, très... qui ne rajoute pas au graphisme. Sinon que c'était... on ne comprenait plus rien, quoi. Ouais, et donc ça me permettait d'être assez libre, justement, graphiquement. Mais ça, du coup, ça donne un peu cette espèce de distance. Mais ça fonctionne bien, justement, je trouve. Ça donne à l'image une profondeur supplémentaire, je trouve. Ouais. Et moi, je suis étonnée que vous disiez que le texte est neutre, parce qu'en fait, le texte existe, il est fort. Non, mais je veux dire visuellement. Il n'est juste pas redondant avec l'image. D'une part, et puis visuellement, c'est vraiment une question technique, c'est-à-dire que s'il y a trop si c'est fait à la main, etc., ça rejoint le dessin, et donc ça confusionne un peu. Et une des faut pas qu'il y ait de contraintes, confusion. puisqu'on parlait de contraintes tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas non plus, il faut pas que ça confusionne, d'accord? Il ne faut pas non plus que ça envahisse l'image. Donc il faut à chaque fois quand même s'arranger pour que les bribes de texte soient justement suffisamment succinctes pour que l'histoire fonctionne efficacement, qu'elle avance, mais qu'il n'y en ait pas partout du texte. Oui, oui. Et ça, c'est un jeu permanent, c'est-à-dire que quelquefois, je fais trois cases qui se suivent, et je fais un texte qui est coupé en 3, justement, et qui est un dialogue qui se passe pendant ces 3 images. Ouais. Mais pour ne pas faire de pavé, justement... il y a toute une cuisine, et je ne saurais pas vraiment expliquer, mais c'est un feeling que le texte
soit en même temps que l'image. Un peu, moi, j'essaye d'évoquer un peu, enfin, d'être un peu comme. J'imagine qu'on est au cinéma. Un peu. Donc, on ne va pas faire dire à une actrice toute une tirade si elle a justement les bras levés en train de mettre son chapeau, par exemple. Donc, des choses comme ça qui sont. Mais c'est passionnant Et il de vous arrive découvrir l'un tout et ça. l'autre d'avoir mis des planches à la poubelle, hein, parce que quand on écrit, Des milliers. on n'est pas forcément content, donc on met milliers, son oui. texte à la poubelle, mais là il faut être content du texte et de l'image simultanément, donc ça fait deux dimensions, donc double difficulté. Oui, sauf que le texte c'est plus facile, comme je le dis, c'est comme je fais à part. Je pouvez le peux, changer. oui, je peux le changer. Et on tâtonne beaucoup, vous avez beaucoup... Alors sur le tome 1, pas tellement, et sur le tome 2, énormément. On a refait des dizaines de fois le tome 2. Parce que justement le texte et l'image ne fonctionnaient pas bien ensemble, ou pour d'autres raisons? On voulait vraiment montrer ce que c'était qu'une négociation diplomatique, et en même temps de manière marrante. Et c'est quand même très dur, en fait. Et donc on l'a refait. Ouais, c'était... Dans le tome 1, c'est plus des histoires comme ça qu'on raconte. Bon. Le tome 2, il y a vraiment, du coup, beaucoup plus un fil narratif, précis, avec une dimension historique, au sens où telle chose ne peut pas arriver avant telle autre. Et en même temps, si on commence à fusionner deux scènes parce qu'on n'a pas la place, ou parce que, du coup, tout ce qu'il y a entre les deux ne marche plus, on ne peut pas le mettre ni après ni avant. Enfin, oui, c'est devenu un labyrinthe. Je me rappelle à un moment, on a posé toutes les pages par terre de storyboard. Et c'était comme un jeu de cartes. On avait toutes les pages par terre comme un jeu. Et on marchait sur les pages en même temps. On commençait à bouger toutes les pages. Et on devenait fou. On a passé 24 heures de folie. Et donc on a tout arrêté. On a tout recommencé, enfin certaines parties, à partir de là, parce qu'on se rendait compte qu'on devenait cinglé, quoi. Et ouais, donc le tome 2 a été assez dur. Et vous, et Nadja, il vous arrive d'arriver à des points de blocage comme ça, Oui, oui, bien sûr. mais pour des raisons similaires ou d'autres? Non, c'est pas tellement. Non, c'est le premier tome qui m'a demandé beaucoup d'images que j'ai jetées parce que justement, je cherchais la façon qui me paraissait vraiment juste pour les faire bouger, parler, etc. Ce qui est un peu différent d'une peinture statique et tout. Donc j'ai pas mal fait d'images. Mais pour les deux tomes qui ont suivi, c'était dans la... Oui, je les avais, mes personnages, le côté technique ne posait plus du tout de problème. Et par contre, évidemment, qu'il y avait des scènes, des pans entiers que je supprimais, parce que comme un montage cinéma un peu. Moi, je fais ça un peu... Je travaille en fait assez vite. Et donc, les pages qui sont en trop, je veux dire, je ne suis pas... radine avec mes pages et je peux en sucrer si j'estime que ça nuit au... Mais donc toi, tu récit. fais pas du tout de storyboard, en fait? Non. D'accord. Non, parce que si je commence à faire une image, si je dois la reproduire après, elle est morte pour moi. D'accord. Enfin, elle a plus de... Ah oui. J'ai envie de faire autre chose. Par exemple, vous C'est avez mon esprit de commencé contradiction, avec sans le doute. rêve, le mythe de la caverne. Avec Oui. le rêve vous avez vraiment commencé comme ça. Vous n'avez pas fait comme Antonin, vous Non. n'avez pas mis toutes les histoires et vous vous êtes dit, ah, le rêve, c'est Non, j'ai pas puissant, donc commencé je vais comme ça. commencer comme ça. Je n'ai pas commencé comme ça. Ah bon. Non, pas du tout. Alors, Non, c'était Amélie qui recevait une lettre et elle allait... c'était complètement différent. d'accord, donc vous faites aussi ce travail de montage a posteriori. Complètement. Voilà, d'accord. Et alors, on a évoqué, on a dit le mot film et cinéma. Et effectivement, on se dit que de l'un à l'autre, il n'y a qu'un pas. C'est quelque chose que vous avez éventuellement en tête. Enfin, alors je sais que vous avez des projets. Je crois qu'il y a... Il est fait, le film. Il est fait ? Ouais. Il sort quand ? Le 6 novembre. Ouais. Ah bon, Et alors, oui, non, la question c'était quand c'était tellement cinématographique que vous disiez, l'étape d'après, ce sera un film, forcément. Bah non, justement, alors nous, on voulait pas qu'il y ait de film au début. Bah oui, parce que comme on avait justement un peu déjà conçu la bande dessinée comme une projection de film, on va dire, en tout cas, moi j'avais vraiment beaucoup l'impression que ça risquait de tuer un peu. Cannibaliser, Ouais, puis ça allait pas bien. ouais. Et c'est Bertrand Tavernier qui finalement nous a convaincus parce qu'il voulait faire quelque chose d'assez particulier. Et donc voilà, on a écrit le film avec lui et on était très heureux. Enfin, moi je ne regrette pas finalement d'avoir dit oui parce que je
trouve que c'est très, très intéressant de voir ce qu'il a. Enfin voilà, je Alors, trouve que ça marche bien en film. Alors, c'est très intéressant parce que comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Vous avez coécrit le scénario? Oui. Ça veut dire que qui étaient vos co-auteurs? Eh ben, c'était Bertrand et Bertrand Tavernier et Christophe. D'accord. Et comment ça se métamorphose du papier à l'écran? Est-ce que le texte, est-ce que c'est très changé? On a l'impression qu'on pourrait presque le prendre et le transposer et quasiment tout est fait. Mais alors justement, non. C'est ça, on voit bien que c'est une fausse impression, je m'en doutais, mais Ouais. pourquoi? Parce que quand on raconte une histoire, en fait, on résout une série de problèmes. Le problème, à chaque fois, c'est moi, je ressens quelque chose. Comment je fais pour que les gens qui vont le lire ou les gens qui vont le voir, ils ressentent la même chose, enfin, en tout cas, qu'ils ressentent quelque chose qui a un rapport, on va dire. Et quand on a une bande dessinée à écrire, on a une série de moyens Enfin voilà, on invente des solutions à ce problème-là. Comment je partage, comment je fais ressentir ça? Est-ce qu'il faut que je le prépare? Est-ce qu'il faut que telle image montre le visage de telle personne, la réaction de telle autre? Sur un film, on n'a pas du tout les mêmes moyens que sur une bande dessinée. Paradoxalement, c'est parfois plus contraint parce que dans une bande dessinée ou un roman graphique, quand vous voulez montrer quelque chose, vous le faites. Ouais. Voilà, vous voulez montrer ça, vous faites un carré, vous le montrez. Alors que dans un film, la caméra, elle est là, donc elle voit ce qu'il y a derrière, elle voit ce qu'il y a après, elle voit ce qu'il y a avant. Vous ne pouvez pas faire une succession d'images. Donc il y a une fluidité qui est complètement différente, et donc du coup, l'écriture est complètement différente aussi. Ouais, c'est... Donc vous l'avez réécrit à combien de pourcents? Tout. Ouais. On ne retrouvera aucun des dialogues. Si, non, mais si, je me suis beaucoup inspiré quand même de la bande dessinée. J'utilisais comme un matériau. C'était comme si j'avais fait de la recherche avant et que j'avais tous les matériaux sur la table et que j'avais pu écrire le truc avec Bertrand et Christophe. Mais en même temps, tout est réécrit. Il n'y a rien nu qu'on a recopié, je sais pas quoi. Enfin, cela étant, il y a des dialogues qui se retrouvent, oui, bien sûr. Par exemple, est-ce qu'on retrouvera les vlons? Alors, les vlons, c'était un des premiers problèmes, justement. Parce que... et donc, on ne retrouvera pas le vlon, mais on retrouvera une solution cinématographique au vlon, qui est, à mon avis, assez marrante. Il y a une énorme porte capitonnée qui fait un énorme bruit. On a été obligé de signer un papier au Quai d'Orsay comme quoi on n'allait pas endommager leur porte. Donc, aucune porte n'a souffert. C'était pas trop loin. Mais on a trouvé... vous verrez. Il y a un truc assez... Oui, en fait, et d'ailleurs, c'est Bertrand qui a amené ça tout de suite. Ça a été un des trucs, dans les premières discussions qu'on a eues, il est arrivé en disant, bon, ça y est, je vois comment on va faire le vlon. Mais voilà, typiquement, c'est le genre de choses sur lesquelles, quand on a un personnage qui est plus grand que nature et dont on a fait un peu un monstre dans la bande dessinée, qui est un peu inhumain ou surhumain, dans un film, il va être joué par un vrai acteur, donc il va avoir une dimension forcément plus normale. Comment on fait pour transmettre son énergie sur des espèces de côtés un peu bizarres, etc. Ça, typiquement, ça a été ça tout le travail de l'écriture. Et il y a aussi forcément un travail de casting, et j'imagine que vous avez trouvé Bien un sûr. acteur. Et le personnage d'origine qui a un peu inspiré le personnage de la BD, il y a eu des réactions? Oui, il était très content, il trouve ça très marrant. Ouais. Mais il a beaucoup d'humour, plus on... C'était très marrant. Parce qu'en fait, moi j'ai travaillé, donc vous parlez de Dominique de Villepin. Donc moi ma ligne dans toute cette histoire, c'était de prendre des personnages fictifs, mais inspirés de personnages réels, pour me donner une liberté totale, et donc il n'y a aucune forme de... Je me suis obligé à aucune forme d'exactitude, voilà. C'est pas des portraits, c'est ce que moi, dans ma tête, ces gens étaient pour moi, et construire une histoire avec. Donc, effectivement, ils sont inspirés de personnages réels. Mais donc, du coup, évidemment, les gens les reconnaissent. Et je voulais pas faire de mauvaise manière non plus à quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans, donc je lui ai montré le storyboard quand il était fait, avant que le livre soit publié. Et bien évidemment, il n'était pas question qu'il en change une demi-ligne, mais d'ailleurs, il n'a jamais voulu le faire. Mais simplement, ce que je m'étais dit, c'est que si ça lui posait problème maintenant, je pouvais attendre 5 ans, 10 ans pour le publier, c'était pas non plus grave. Donc voilà, voilà. Et ma surprise, ça a été qu'il éclatait de rire à chaque page, sauf dans les pages où il n'était pas. Et donc C'est moins. Mais non, mais c'était vachement marrant parce que moi j'avais à chaque fois peur. Je me disais quand même, je suis allé loin, je le caricature à fond et tout. Je lui fais dire des trucs assez horribles à certains moments et tout. Et en fait, lui, non, il avait presque envie qu'on en rajoute. Voilà. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui a pas mal d'humour.
Et vous, Nadja, vous allez me dire, mon film, c'est journaliste vraiment très mal informé, mon film sort après-demain. Non, j'ai pas de film qui sort. Mais vous en avez un mais en j'y pense tête qui souvent. pourrait sortir. Oui, j'ai souvent envie. Mais c'est très juste ce que dit Antonin, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'imaginer qu'on en fait un film. Après, que ça se fasse ou pas, c'est une autre histoire. Si ça se fait, on lui redonne une autre forme. Bien sûr, c'est une autre œuvre. Oui, mais c'est vrai que a priori, c'est passionnant. Et quelquefois, j'imagine justement, par exemple, comment donner une espèce de couleur, de lumière qui soit un petit peu décalée, qui soit pas forcément très réaliste et très sèche comme peut l'être l'image de cinéma. Mais c'est vrai que la peinture, enfin le dessin permet tellement d'ellipses et de choses comme ça, et l'écriture aussi. C'est ça qui doit être assez difficile. Oui, et c'est pour ça qu'il faut entièrement le revoir et arriver par... C'est comme un objet et tu rentres dedans par un autre côté, quoi. Enfin, Ouais, j'imagine. Mais vous verriez le revoir et le repenser, vous, ou Oui. vous en feriez don à quelqu'un en lui disant qu'il vive sa vie au cinéma sans moi? Non, Pour j'aimerais les, bien faire écrivains, moi. pour les écrivains, il y a différents cas de figure. Non, j'aimerais faire moi, oui. Ouais. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'ailleurs des gouaches? On n'a pas du tout parlé de la technique, on en dira peut-être 2 mots, c'est intéressant, mais est-ce qu'on pourrait iminer cette image-là, c'est-à-dire une image... Oui, une image. Moi, peinte, j'ai pensé un peu peinte. Oui, j'adorais les films en Technicolor. Et il y a un côté comme ça dans mes gouaches, enfin des bleus cobalt assez forts, des contrastes d'ombre et des choses comme ça. C'est de ce côté-là que j'irais un peu. Ce côté presque pictural qu'on se filme. Parce que C'est ça qui m'inspire, moi. Là, on parle de graphic novel, mais il y a aussi des graphic films. Ça s'appelle pas comme ça, mais c'est vrai que depuis Marjane Satrapi et Valse avec Bachir et des choses comme ça, on a vu d'autres types d'images sur grand écran qu'on voyait moins auparavant. Oui, ça c'est du dessin animé. Oui, voilà, mais un peu différent aussi. J'imagine qu'il dirait qu'il y a la même différence entre le dessin animé qu'entre graphic novel et la BD pour enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas tout à fait. Oui. Et est-ce que si vous verriez, c'est-à-dire que ces gouaches-là, on pourrait d'une certaine façon les transposer et les animer? Non, j'en vois pas l'intérêt. Non. Ah, c'est pas ça l'idée. Pas du tout. Ça sera intéressant que si c'est inscrit dans une autre réalité, mais pas le côté dessin animé. Ça me paraît être une chose technique très très lourde et qui est beaucoup plus contraignante que le dessin et plus contraignante et qui, pour moi, n'apporterait pas grand-chose par rapport à l'image. Donc vos 4 filles, vous les verriez plutôt en chair et en os. Cinéma. Oui, c'est ça. C'est là que pour moi il y aurait la magie. D'accord. Et alors, donc le 3e volet des 4 paraît, je crois, le 3 octobre. Oui. Et vous nous en dites 2 mots? Ou est-ce que... Oui, avec plaisir, oui. C'est comme un des personnages est une femme peintre, donc il s'agit plutôt d'elle. Chaque tome met un peu l'éclairage sur une des filles en particulier. Et là, elle assiste à la première exposition des impressionnistes. Donc ça m'a vraiment réjoui d'imaginer comment ça pouvait se passer. Et donc j'ai aussi appris pas mal de choses là-dessus, dans le sens que je n'imaginais pas qu'il y ait des petits groupes, comme à l'époque, comme ça s'est formé, des petits groupes indépendants de peintres qui tout d'un coup décident de faire une exposition chez quelqu'un. Le quelqu'un, c'est Nadar, le photographe de l'époque, et qui prête son studio. Et pour la première fois, le public peut accéder à la peinture sans que ce soit des tableaux qui sont collés les uns aux autres. Il arrive dans des salles spacieuses où les tableaux sont séparés les uns des autres et on peut regarder la peinture d'une façon beaucoup plus calme et tout. Et qui fait le scandale à l'époque, enfin, où les gens se disent c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ces barbouillages, etc. Et elle débarque là-dedans, elle n'a pas d'a priori, elle découvre les premiers impressionnistes. Et ça m'a beaucoup amusée. Et vous, j'imagine que
Ça vous a aussi beaucoup amusé de mettre de la peinture dans la peinture. Ah oui, 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 bien sûr. Et j'ai un petit, je sais pas, je crois pas qu'on s'en rende compte vraiment, mais j'ai tenu à ce que les tableaux que je montre et qui sont dans l'exposition sont les vrais tableaux qui étaient dans cette exposition. Ah oui. Oui. Donc là, il y a eu une bonne part de recherche. Oui, 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 oui. C'est parce que même si ça se voit pas, je trouve que le fait que j'ai travaillé ça ajoute quelque chose de, enfin subliminalement. Je pense que ça donne de la densité, qu'elle elle tourne un angle par exemple et qu'il y a un petit Pissarro à sa gauche et qui soit celui qui était vraiment là. Parce que les choses qu'on vit, les choses qu'on voit, les choses qu'on est physiquement comptent autant que les événements ou que les paroles qu'on s'échange. Bien sûr, de la même façon que j'imagine le bureau du ministre ou les bureaux des conseillers sont remplis de petits détails vrais pour illustrer ce que vient de dire Nadja sur l'importance des objets et des... Oui, et puis c'est vrai qu'il y a tout un décor au Quai d'Orsay qui est assez marrant. Bah, par exemple, il y a l'encrier de Talleyrand qui est posé sur la table du ministre, qui est rempli de stabilo. Et donc, ça fait des espèces de raccourcis historiques, de contrastes assez marrants. Et ouais, il y a tout un... Moi, je suis d'accord, je trouve que avec ce que tu disais, je trouve il y a un parfum des choses quand on les vit qui est très fort et qui va au-delà de l'événement. Oui, et puis on n'est pas pareil suivant le... Moi, je suis sûre qu'on n'est pas pareil assis sur ces chaises dessinées comme ça. On le serait dans un autre décor. Je pense que ça influe forcément sur notre comportement, sur notre... Il faudrait refaire le débat avec c'est ça. Des coussins partout. Alors, il nous reste 5 minutes, même pas. Projet d'avenir, Antonin ? Bah plein, mais là, en ce moment, j'ai pas le temps trop de m'y consacrer. Mais plein. Non, mais que vous n'ayez pas le temps, ça, d'accord. Mais vous pouvez quand même nous en dire quelques mots, peut-être. Bah, j'ai envie de faire plein de films, plein de BD, plein de livres. Voilà. Et un peu moins de diplomatie. Bah, peut-être du coup, ça va être obligé. Ouais. Vous, Nadja ? Moi, je continue sur ma lancée des filles. J'ai un livre qui sort aussi en janvier, un autre roman graphique. Et je vais faire comme, à l'instar de mon héroïne, je vais me remettre à la peinture. Parce qu'il n'y a pas de raison, quand même. En fait, il n'y a pas de raison pour beaucoup d'entre elles. Qu'elle en profite seulement. L'aspirant écrivain qui se fait piquer sa bonne histoire par l'écrivain déjà consacré, mais qui n'a pas de talent ou qui n'en a plus, et qui est en fait un affreux Jojo qui va lui piquer son sujet. Ouais. On a l'impression qu'elles ont toutes les quatre quelque chose un défi personnel à relever. Oui, ou un désir personnel. Enfin, c'est vraiment... il s'agit de ça, ouais. Il s'agit de comment on fait ce dont on rêve. Comment on y arrive, très bien. Écoutez, en tout cas, vous êtes arrivés à nous donner des bonheurs de lecture, comme on dit, pour employer un gros cliché. Donc merci d'avoir été là pour ce débat. Et puis, merci à vous, public, que je ne vois pas à cause des lumières, mais merci quand même. C'est vrai qu'on ne vous voit pas du tout. Merci. Merci.